Bonjour à tous. Merci de votre présence ce matin à ce deuxième webinaire du mois de l'habitat de la CARL, qui a pour thème devenir propriétaire. Voilà, donc je me présente, je suis Christine Combé et je suis conseiller juriste à l'asile de Guadeloupe. Donc, je vous présenterai aujourd'hui, dans le cadre de ce webinaire, les différentes étapes d'un projet d'accession à la propriété. On va plus particulièrement s'intéresser à l'accession dans le cadre d'une construction, donc, on appelle l'accession en diffus, et nous allons voir un petit peu les démarches, les différentes étapes d'un projet. Voilà, donc je remercie, avant de commencer, les services de la CARL, Riviera du Levant, en la personne de notre référente, Madame Méry Desbois, pour notre participation à ce webinaire et espérons que vous serez nombreux à le suivre. Alors, avant de commencer, je vais vous faire un bref rappel pour ceux qui ne nous connaissent pas de nos activités, un bref rappel de la structure qu'est la DIL et des domaines dans lesquels nous intervenons. Alors, je vous rappelle que la DIL existe en Guadeloupe depuis 28 années, donc depuis 1994, date de création de la structure. C'est donc 28 ans d'expertise au service du public, 28 ans de conseil en matière de logement, un conseil neutre, gratuit, donc on insiste beaucoup là-dessus, et personnalisé en matière de logement. Alors, pourquoi personnalisé? Parce que nous prenons le temps de recevoir des personnes individuellement et de leur délivrer un conseil adapté à leur situation. Donc, les domaines d'intervention de la DIL sont spécialisés en matière de logement, comme je vous le disais, logement et habitat, mais nous couvrons un large, dans cette matière qui est le logement, nous couvrons un large panel d'informations. Donc, nous renseignons à la fois sur les rapports locatifs, donc la location, donc tout ce qui va concerner la rédaction du bail, les modalités du congé, la fixation du loyer, des charges, les modalités de l'état des lieux, voilà, donc tout ce qui va concerner la vie du contrat, l'exécution du contrat. Et c'est un domaine sur lequel nous sommes particulièrement consultés, hein, c'est le gros de nos consultations. Nous renseignons également sur tout ce qui est relation avec les professionnels, qu'il s'agisse des agents immobiliers, les notaires, les constructeurs, l'architecte, donc tous les professionnels qui interviennent dans le domaine du logement. Et nous sommes amenés dans ce cadre-là à procéder à la vérification des contrats. Donc, on le verra un petit peu dans l'intervention, comment on peut intervenir justement en appui pour vous conseiller sur les éléments juridiques. La partie assurance, donc tout ce qui va concerner les assurances liées à l'emprunt, donc dans le cadre d'un prêt immobilier, à la construction et à l'habitation. La réglementation de la qualité de l'habitat, donc les normes de décence, de salubrité, la copropriété, donc tout ce qui concerne le vaste domaine de la copropriété, de l'organisation des assemblées générales, aux travaux, aux relations avec le syndic, et le domaine qui nous concernera particulièrement aujourd'hui, l'accession à la propriété, avec le conseil en financement, l'étude des contrats dans le cadre d'un projet, donc je l'ai dit, donc le contrat de construction, contrat de maîtrise d'œuvre, marché de travaux, la fiscalité du logement et tout ce qui va concerner la connaissance, la maîtrise des frais annexes. Et enfin, nous intervenons dans le domaine de l'amélioration de l'habitat et de la rénovation énergétique. Voilà. Alors, concernant l'accession à la propriété, devenir propriétaire passe par une étape essentielle, hein. La première étape, c'est de s'intéresser au financement de son projet. Alors, pourquoi? Parce qu'il va falloir, avant toute chose, étudier son budget. Donc, étudier son budget, donc c'est faire le point sur ses recettes, hein, donc les salaires qu'on perçoit en premier lieu, ou les autres sources de revenus, hein, ça peut être des loyers, mais en tout cas faire le point sur le budget pour pouvoir évaluer la capacité
sa capacité de financement global sur un projet. Ça sera aussi de faire le point sur, comme je disais, les recettes, mais les dépenses, hein. On peut avoir des crédits en cours de remboursement. Dans la partie budget, on peut aussi disposer d'un apport personnel, réfléchir à comment l'intégrer à son projet. Donc, il faut vraiment pouvoir déterminer précisément jusqu'à quel montant, quelle est l'enveloppe dont on pourra bénéficier pour réaliser un projet donné. Ensuite, il s'agira, toujours dans l'étape du financement, de connaître les aides et les dispositifs financiers existants et qui peuvent contribuer au financement du projet. Donc, c'est en cela que l'asile peut vous apporter des informations, puisque au cours des simulations financières que nous réalisons gratuitement dans nos locaux et que nous établissons pour les personnes intéressées, nous faisons le point sur l'éligibilité, on va dire, à ces aides, à ces dispositifs. Donc, nous vérifions avec les éléments que la personne nous fournit, puisqu'il faut fournir un certain nombre de pièces lors du rendez-vous, nous vérifions que la personne est bien éligible au dispositif en vigueur. Alors, financer son projet, c'est également se renseigner sur les éventuels frais annexes. Bien souvent, dans le cadre d'un projet de construction, les personnes nous disent, voilà, ben, la maison, dans mon projet, j'ai un terrain, je trouve un terrain d'un montant de temps et je prévois un budget pour la construction de temps. Donc, souvent, on raisonne en termes de coût du terrain et coût de la construction. Or, les frais annexes, on n'y pense pas toujours et en fonction du projet, ils peuvent représenter un montant assez important qu'il faudra pour autant financer. Voilà, donc le coût du projet ne se limite pas à l'achat du terrain et à la construction. On est sur un coût qui sera beaucoup plus important et qui devra prendre en compte ces frais annexes. Donc, on verra un petit peu en détail ce qu'on entend par frais annexes. Ensuite, il va falloir estimer également son budget. Alors, on a parlé du budget avant projet, mais il faudra estimer également, anticiper sur le budget une fois propriétaire, puisque on aura bien sûr le remboursement du crédit, mais à cela va s'ajouter de nouvelles dépenses qu'on n'avait pas forcément avant d'être propriétaire, notamment le paiement des taxes, de la taxe foncière. Voilà. Donc, c'est tous ces éléments qu'il faudra intégrer lorsque on va débuter la réflexion sur le projet d'accession. Alors, on va voir en détail comment justement déterminer cette capacité de financement. Donc, on va, pour cela, on peut vous accompagner, vous aider. Hein, comme je disais, la simulation financière qu'on réalise à la DIL, c'est justement l'occasion de pouvoir déterminer avec nous votre capacité financière. Hein. Donc, on a un logiciel qu'on utilise pour cela, d'accord? Donc, évaluer vos revenus, comme je vous l'expliquais, c'est faire le point sur vos salaires, les éventuelles primes, des pensions, des revenus locatifs, donc toutes les sources de revenus. Étudier les charges, donc tout ce qui est crédit en cours, les pensions éventuellement qu'on doit verser, d'accord, donc les dépenses en cours, qui vont bien évidemment réduire la capacité globale. Estimer les futures dépenses aussi, comme je le disais, hein, donc qu'il s'agisse des taxes, impositions, mais les charges liées au projet, hein, si par exemple les charges de propriété dans le cadre de l'achat d'un appartement, donc vous payez chaque trimestre des charges pour l'entretien d'immeubles ou des charges liées à l'entretien des espaces communs dans un lotissement. Voilà. Donc, il faut vraiment anticiper au maximum sur le taux d'effort, c'est-à-dire le pourcentage que va représenter le budget du projet, intégrant voilà, toutes les composantes de ce projet. Donc, c'est le montant maximum que vous pourrez en réalité consacrer au remboursement de votre prêt. Donc, ce taux d'effort, on dit souvent, ben voilà, le taux d'effort maximum à ne pas dépasser, il est de 33%. Alors, ça, c'est une donnée, on va dire, moyenne, mais 33%, ça peut représenter un effort quand même très important selon le revenu. Donc, ce n'est pas pareil de prendre en 33% des revenus sur une personne qui a un revenu de 2 000 € avec 2 ou 3 enfants en charge que de prendre 33% sur une personne qui gagne le double et qui est seule, qui n'a pas de personne à charge.
Donc ça, c'est voilà, l'appréciation du taux d'effort, elle se fait bien évidemment en fonction du profil de l'emprunteur, de ses revenus, de sa composition familiale. Donc voilà, on ne peut pas forcément être catégorique sur le fait que voilà, on est sur 33%. Donc, il va vraiment falloir que la banque analyse en finesse, en détail, la situation de l'emprunteur. Alors, je m'interromps juste sur la présentation pour vous dire que je n'ai pas pensé à vous préciser qu'il sera possible que, si vous en avez, de poser vos questions via la rubrique questions-réponses ou discussion, si vous le souhaitez, et je vais y répondre au cours de l'intervention. N'hésitez pas, voilà, à poser vos questions. Voilà, donc déterminer sa capacité financière, hein, comme j'explique souvent, ça permet déjà d'anticiper, voilà, on n'a pas besoin d'avoir un projet précis pour connaître sa capacité de financement. Donc, la capacité de financement, c'est bien de la déterminer justement avant, très tôt, voilà, lors des premières réflexions concernant le projet. Et on sait que globalement, si on veut se lancer, on va disposer d'un budget de temps. Et c'est quand même plus rassurant de savoir, voilà, parce qu'on peut cibler, les recherches en fonction justement, en fonction de cela. Donc, c'est intéressant de connaître très tôt sa capacité de financement pour ne pas forcément perdre du temps à aller vers des biens, à rechercher des choses, voilà, qui dépasseront de toutes les façons le budget que l'on pourra consacrer au projet. Donc, c'est un petit peu, pour l'anecdote, hein, c'est ce que je dis, c'est comme si vous alliez au supermarché et vous avez donc 50 € dans votre porte-monnaie. Donc, vous savez très bien que si vous avez 50 € dans votre porte-monnaie, il faudra arriver à la caisse avec un caddie d'une valeur, en tout cas, maximum de 50 €. Sinon, il y aura des choses que vous devrez laisser de côté. Donc, c'est un petit peu ça quand on a un projet d'accession. Connaître sa capacité de financement, ça permet de mieux définir son projet et de mieux orienter aussi ses recherches dans le cadre du projet et voilà, de perdre moins de temps également. Et d'anticiper aussi, bien sûr, pour l'avenir, voilà, d'éviter de se retrouver en difficulté financièrement, en situation de surendettement. Et d'anticiper aussi sur certains aléas, malheureusement, qu'on peut rencontrer dans le cadre d'un projet de construction. Alors, pour parler d'aléas, voilà, donc on est sur les frais annexes. Donc, c'est ce que je disais en tout début d'intervention. On raisonne en termes de projet sur le coût du terrain, le coût de la construction. Mais on n'a pas souvent en tête tous les frais annexes qui vont se rajouter, et ce, dès le départ. Donc, il faut commencer par les frais annexes liés au crédit, puisque dans la plupart des cas, pour financer le projet, donc hormis l'apport personnel, si on dispose d'un apport, il faudra souscrire à un prêt immobilier, donc pas d'un établissement bancaire. Donc, les frais liés au crédit, ce sont les frais de dossier. Hein, donc, la banque, généralement, pour le montage du dossier de crédit, va prélever, va intégrer des frais de dossier. Alors, il faut savoir que ces frais de dossier, bon, ils sont très variables d'une banque à une autre, d'un établissement à un autre, mais il est toujours possible d'en négocier le montant. Donc, voilà, certaines banques vont demander 500 €, d'autres banques peuvent être à 1 000 €, voire 1 500 €. Bon, ça ne se justifie pas forcément, c'est quelque chose de contractuel. Donc, il est tout à fait possible, voilà, surtout si vous êtes client dans cette banque depuis plusieurs années, voilà, de négocier une remise sur le montant des frais de dossier. Donc, n'hésitez pas souvent à poser la question lorsque vous allez rencontrer votre gestionnaire. Alors, maintenant, on aura aussi les frais de garantie. Donc, il faut savoir que la banque, la première des choses, c'est que la banque, elle doit se couvrir contre le risque de défaillance, c'est-à-dire le risque que, à un moment quelconque de la durée de l'emprunt, vous ne soyez pas en mesure d'honorer le paiement des mensualités du prêt. Voilà. Donc, cette garantie, il peut s'agir soit d'une hypothèque, soit d'une garantie sous forme de cautionnement, voilà, donc qui est prise auprès d'un organisme de caution, comme par exemple très souvent le Crédit Logement. Donc, voilà, il y a deux formes de garantie. Donc, l'hypothèque n'est pas systématique, hein, mais elle peut être demandée souvent pour les profils d'emprunteurs un peu
fragiles. Voilà. Donc, cette garantie va intervenir si voilà, il y a un problème sur le remboursement du prêt et que vous n'êtes pas en mesure d'assurer les remboursements de façon régulière. Donc, la banque peut actionner cette garantie. Alors, donc il y a un double système de garantie sur les prêts. Donc, la prise d'une hypothèque de la souscription à un établissement de caution n'est pas gratuit. Donc, souvent, ça rentre dans les frais bancaires et c'est intégré. Donc, bien souvent, il faut privilégier, si c'est possible, la garantie sous forme de cautionnement qui est quand même moins chère. Et il faut savoir aussi qu'il y a une part qui est récupérable en fin de crédit. Ça veut dire que si vous avez remboursé sans incident votre prêt, vous récupérez une partie des frais de garantie à l'échéance. Alors, la banque va également vous demander de souscrire à une assurance pour le prêt, ce qu'on appelle une assurance décès-invalidité ou assurance emprunteur. Donc, cette assurance couvre le risque de décès ou d'invalidité grave de l'emprunteur ou le risque d'ITT prolongé pendant la durée du prêt. Donc, c'est une garantie qui va se rajouter très clairement à la mensualité du prêt. Donc, vous allez souscrire au contrat d'assurance qui va couvrir le prêt pendant toute la durée et vous paierez, en plus de la mensualité du prêt, vous paierez, intégré à la mensualité, vous paierez la mensualité de l'assurance également. Donc, le coût global de l'assurance vous est communiqué très tôt. Il faut savoir que lorsque vous montez votre dossier de crédit, on vous donne une fiche simplifiée de renseignements qui synthétise un petit peu tous les différents frais liés au crédit. Voilà. Donc, pour la partie prêt, on a déjà quand même des frais annexes qui se rajoutent. Donc, on vous annonce souvent un taux, mais c'est le taux nominal. Mais il faut savoir qu'après ce taux, il sera augmenté des différents frais qui vont voilà, nous amener à avoir ce qu'on appelle un taux TEG, taux effectif global. Voilà. Alors, s'agissant maintenant des frais annexes liés à l'achat du terrain, ils sont très nombreux et ils demandent une attention particulière. Donc, tout d'abord, si vous achetez le terrain, inévitablement, vous aurez le prix communiqué par le vendeur, mais vous aurez également les frais de négociation. C'est-à-dire qu'il faudra, si vous ne passez pas en direct avec le vendeur, et puis c'est une agence immobilière qui vous vend, donc il y aura les frais de négociation, ou ce qu'on appelle aussi les frais d'agence. Vous aurez également les frais de notaire sur la valeur calculée sur la valeur du terrain. Il faut compter à peu près 8 à 10% du montant du terrain en frais de notaire, donc qui se rajoutent. Et je précise que bien souvent, les frais de notaire ne peuvent pas être intégrés au crédit. Donc, il faudra anticiper sur cela et prévoir la possibilité de payer à l'aide de votre rapport personnel. Donc, certaines banques acceptent de les intégrer, mais bien souvent, si vous intégrez les frais de notaire au prêt, ça peut avoir une incidence sur le taux proposé. Donc, attention, voilà. L'idéal étant quand même de pouvoir les financer par un apport. Ça vous évite de payer en fait des intérêts, puisque quand vous empruntez à la banque, vous payez des intérêts, de payer des intérêts sur une somme qui est déjà en elle-même, qui représente déjà des frais en elle-même. Voilà, donc des frais de notaire à la charge, bien sûr, du vendeur, de l'acquéreur, pardon, de l'acquéreur, donc à votre charge. Frais d'études, donc tout ce qui va concerner les études préalables à la construction. Les professionnels de la construction qui vont vous réaliser vos plans, que ce soit un constructeur, architecte, peu importe, ils ont besoin d'avoir des éléments techniques sur le terrain qui va recevoir la construction. Donc, aujourd'hui, il est très recommandé de procéder à l'étude de sol. Disons que c'est même pratiquement incontournable, puisque si vous devez souscrire à une garantie dommage-ouvrage et la fournir à la banque pour l'obtention du prêt, cette garantie nécessite que vous ayez procédé à une étude de sol. Alors, l'étude de sol, on verra un petit peu en détail tout à l'heure ce que c'est, mais c'est une étude qui va permettre, avec les éléments techniques qu'elle fournit, d'établir les plans structure de votre construction. Donc, c'est vraiment un élément important, surtout, comme voilà, vous le savez tous, que nous sommes dans une zone de sismicité très forte, donc sur une échelle de 1 à 5, on est en zone 5, nous, en Guadeloupe, et dans toute la Caraïbe.
Voilà. Donc, ensuite, il faudra fournir un relevé topographique. Donc, c'est un document qui est établi par le géomètre et qui permet de connaître, en fait, les courbes de niveau, l'altimétrie de votre terrain. Donc, savoir exactement comment il se comporte en termes de topographie, si c'est plus ou moins en pente ou plus ou moins plat. Donc, avoir les éléments topographiques pour le constructeur, enfin pour le concepteur du projet, ça lui permet d'implanter correctement votre maison et de tenir compte de la manière dont le terrain se présente pour pouvoir proposer un plan. Parce que si le terrain, par exemple, est très, très pentu, il n'est pas certain, par exemple, que vous puissiez faire une construction de plein pied. Il faudra certainement envisager un demi-sous-sol, voire un étage. Donc ça, c'est à partir du relevé topographique qu'on peut établir ces éléments-là. Ce n'est pas visuellement, voilà, les intervenants, les professionnels, ils n'ont pas un compas dans l'œil, voilà, pas vraiment dire, il faut qu'ils aient des éléments techniques précis. Alors ensuite, vous pouvez avoir des frais liés donc, au bornage, à la viabilisation aussi du terrain, surtout. Ça, c'est très important de bien se renseigner en amont sur les réseaux, savoir à quelle distance vous vous situez par rapport au réseau, par rapport à la voie publique, parce que si vous devez vous brancher, vous raccorder, parfois, il faudra prévoir des frais d'extension de réseau, moins de 30 mètres en enterré, soit en posant des poteaux intermédiaires. Donc ça, c'est important parce que ça peut représenter un coût certain et donc il faut pouvoir l'anticiper au maximum. Pareil pour la pose des compteurs, donc hormis les frais liés aux extensions, la pose des compteurs doit être intégrée aussi dans le calcul du budget projet. Donc, sachant qu'en moyenne, un compteur d'eau, c'est 1 300 voilà, et un compteur EDF, 1 500 €. Voilà, donc, ce sont des montants approximatifs, mais voilà, ça vous permet déjà d'avoir une idée de ce que ça pourra coûter. Ensuite, on a tout ce qui est frais d'adaptation, et ça, bon, c'est quelque chose qui est quand même assez coûteux, puisque le terrain, il va falloir le faire terrasser, il va falloir l'adapter pour qu'il puisse recevoir la construction. Selon la complexité du terrain, la pente, voilà, la déclivité, les frais d'adaptation au sol peuvent être particulièrement lourds. Si vous êtes sur un terrain plat, il n'y a pas forcément un gros terrassement à faire. Mais si vous êtes sur un terrain très pentu, il faut faire venir une pelle lourde, il faut décaisser. Bon, ça peut représenter un montant assez conséquent. Voilà, qui va aussi agir sur le coût global du projet. Donc, il faut aussi ensuite prévoir la réalisation des voies, des réseaux, l'accès au terrain. Voilà, donc c'est autant d'éléments qu'il faut vraiment essayer d'anticiper au maximum. Alors, les autres frais sont d'une part la taxe d'aménagement. Taxe d'aménagement, donc c'est une taxe qui est générée par l'obtention du permis. Ça veut dire que lorsque vous aurez obtenu votre permis de construire, très rapidement, vous allez recevoir, disons dans les 6 mois, le montant de la taxe d'aménagement à payer. Donc, c'est une taxe qui est prélevée en 2 fois si son montant est supérieur à 1 800 €. Une première mensualité lors de la première année, donc dans l'obtention du permis, et la deuxième tranche dans la deuxième année qui suit l'obtention du permis. Donc ça, c'est souvent une mauvaise surprise. On a souvent beaucoup de personnes qui viennent nous voir à la DIL en nous disant « j'ai reçu ça, et qu'est-ce que c'est? Je ne comprends pas ». Et évidemment, selon à leur budget. Donc, ce qui serait bien, c'est de vous renseigner sur le montant de cette taxe au service d'urbanisme de votre commune. Voilà, toujours dans l'idée d'être dans l'anticipation et d'affiner au mieux votre budget. L'affichage donc, locataires ou hébergés gratuitement, vous êtes voilà, chez vos parents par exemple, ou dans un logement de fonction, vous êtes considéré comme primo-accédant.
Deuxième élément, ce sont les conditions de ressources. Donc, votre revenu fiscal de référence pour l'année N-2 ne doit pas dépasser un certain plafond. Donc, nous verrons exactement tout à l'heure les plafonds de ressources par catégorie de ménage. Donc, les conditions de ressources sont appréciées effectivement en fonction de la composition du ménage. Alors, le prêt à taux zéro peut donc être accordé pour principalement la construction d'une maison et éventuellement l'achat du terrain. Donc, vous pouvez aussi, par exemple, disposer déjà de votre terrain et construire en même temps, avoir déjà le terrain. Mais ça peut financer un projet avec achat du terrain. Le prêt à taux zéro peut être aussi accordé dans le cadre d'une VFA, donc quand vous achetez un appartement sur plan, dans le cadre d'une vente en l'état futur d'achèvement. L'achat d'un logement dans le cadre d'un contrat de location-accession, donc par exemple, c'est le cas des locations de type PSLA proposées par les bailleurs sociaux, donc parce qu'on est dans du neuf, donc également en PSLA, même si on a une part une phase de location, ça reste une acquisition neuve et ça fait partie des projets qui peuvent être financés avec le PTZ. Donc, concernant l'achat dans l'ancien, alors, on peut financer le prêt à taux zéro, alors, pas pour donc des travaux, il y a une petite erreur dans le diaporama, mais on est uniquement sur l'achat d'un logement du parc social. L'achat dans l'ancien avec travaux, ça va concerner certaines zones de métropole, mais nous, on n'est pas concernés ici en Guadeloupe. Donc, c'est uniquement l'achat d'un logement ancien du parc social. Alors, optimiser le financement de son projet avec le prêt à taux zéro. Donc, il faut vérifier si on est éligible ou pas au prêt à taux zéro. Donc, quand on vous fait la simulation financière à la DIL, on procède à cette vérification à partir de votre avis d'imposition. Donc, on prend le dernier avis d'imposition. Donc, par exemple, cette année, nous sommes en 2022. On prendra votre avis d'imposition 2021 sur vos revenus de 2020. Voilà. Donc, par exemple, pour une personne seule, son revenu fiscal de référence ne devra pas dépasser 30 000 €. Si on prend un couple avec 2 enfants, le revenu fiscal de référence du foyer pour l'ensemble des membres du couple ne devra pas dépasser 60 000 €. Alors, attention, même si, par exemple, dans un couple, il n'y en a qu'un seul qui finance le projet, ou un seul qui travaille, qui est en capacité de financer, on prendra quand même le revenu fiscal des deux. Voilà. Donc, puisque c'est le principe, c'est la somme des revenus fiscaux de toutes les personnes destinées à occuper le logement. Destinées à occuper le futur logement. Voilà. Alors, s'agissant maintenant toujours du projet, donc on va voir un petit peu plus en détail comment ça se passe dans le cadre d'un projet de construction avec acquisition du terrain. Alors, s'agissant maintenant tout d'abord du choix du terrain, il vous faudra faire un certain nombre de vérifications. Donc, avant tout engagement, il est préférable de se rapprocher de la mairie pour consulter ce qu'on appelle le plan local d'urbanisme, le PLU, donc, ou plan d'occupation des sols, mais aujourd'hui, voilà, on est surtout sur des PLU. Donc, le PLU est un document d'urbanisme qui fixe les règles d'occupation des sols et les règles concernant l'édification des constructions. Donc, tout ce qui va concerner les hauteurs, les distances, les prescriptions particulières liées à un projet de construction. Donc, c'est à partir de ce document qu'il faudra être attentif à l'établissement des plans, voilà, puisque la mairie peut prévoir selon les zones un certain nombre de prescriptions en fonction du type de projet envisagé. Donc, parfois, il ne sera pas possible de faire un étage, vous allez être limité en termes de distance, on va vous demander des prescriptions particulières dans certaines zones. Donc, il est conseillé de se rapprocher de la mairie avant toute demande, avant tout projet, et aussi de solliciter un certificat d'urbanisme. Donc, ce n'est pas un document, ça n'a pas la valeur d'un permis de construire, mais ça permet déjà de savoir le certificat d'urbanisme d'information ou opérationnel si on a déjà les éléments précis de son projet,
ce certificat permet déjà de savoir si le projet envisagé peut potentiellement être réalisé dans le secteur souhaité et quelles sont les particularités de ce secteur. Donc, ça vous permettra aussi de savoir, par exemple, de connaître le coefficient d'occupation des sols, c'est-à-dire la surface maximum constructible rapportée à la superficie de votre terrain. D'accord ? Ça permet aussi de consulter effectivement les éléments mairie, vous permettra de connaître aussi les éventuels risques naturels sur la zone où vous souhaitez implanter votre construction. Donc, on a des risques connus qui concernent tout le département, le risque sismique, à commencer par celui-là, le risque cyclonique et le risque volcanique. Après, on a des zones où on peut avoir des risques spécifiques, comme le risque d'inondation, un risque de submersion marine si on est proche de la côte. On peut avoir des risques aussi sur certains terrains, sur certains sols, de mouvement de terrain, donc des sols instables. Donc, il convient de bien se renseigner puisque ce sont des éléments qui vont déterminer la constructibilité ou pas du terrain. Donc, il faut savoir qu'à partir du plan de prévention des risques naturels, il y a un zonage qui a été établi par les services de l'État et qui peuvent exclure certaines zones, les classer, donc on va dire en zone rouge, voire bleu foncé, et les rendre inconstructibles. Alors, certaines zones ne seront pas forcément inconstructibles, mais elles peuvent être soumises à prescription technique. Donc, ça veut dire qu'on peut, par exemple, exiger de vous que vous transmettiez une étude de sol avant tout projet dans certaines zones considérées comme plus à risque. Voilà, notamment s'il y a des mouvements de sol qui ont été identifiés dans ces zones particulières. On peut aussi, dans les zones où on peut être soumis au risque inondation, on peut avoir aussi des prescriptions en termes pour surélever les constructions ou éviter le risque inondation. Voilà, donc ça, c'est les vérifications qu'on peut faire au niveau de la mairie. Donc, de votre côté, vous devrez bien sûr vous informer sur la nature du sol. Si vous projetez d'acheter un terrain, il est préférable, il est recommandé, voire indispensable, de réaliser une étude de sol. Donc, il n'y a pas de caractère obligatoire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de loi aujourd'hui qui vous oblige à faire l'étude de sol. Mais ne pas construire avec une étude de sol, c'est déjà prendre de gros risques en termes de solidité de votre construction. Et d'ailleurs, je profite pour vous dire que nous aurons ce soir, dans le cadre de la semaine de l'accession organisée par la DIL, une intervention également d'un bureau d'études et d'un ingénieur en génie parasismique qui nous donnera un petit peu toutes les précisions sur les risques du sol. Donc, ça peut être intéressant pour vous de poursuivre un petit peu cette prise d'information. Voilà. Mais l'étude de sol, bien que n'étant pas obligatoire d'un point de vue légal, elle conditionne pas mal de choses. Ça veut dire que, par exemple, si votre banque doit vérifier que vous avez bien souscrit à une assurance dommage-ouvrage pour votre projet de construction, donc c'est une assurance de garantie obligatoire pour le maître d'ouvrage, c'est-à-dire pour la personne qui fait construire, et obtenir une dommage-ouvrage, en particulier dans les départements d'outre-mer, pour l'obtenir, il vous faudra fournir à l'assureur l'étude de sol. Et il faudra également que vous ayez une maîtrise d'œuvre. Donc, si vous n'avez pas d'étude de sol, vous ne pourrez pas avoir la garantie dommage-ouvrage et vous ne pourrez pas compléter votre dossier de crédit. Voilà. Par ailleurs, un professionnel sérieux aura besoin de l'étude de sol. Si il a besoin de faire les plans de fondation, les plans de structure, de faire les calculs de charge, il ne peut pas le faire sans avoir d'éléments techniques sur la nature du sol. Donc, le fait qu'on vous dise, par exemple, que le terrain est en zone blanche pour les PPRN, ça ne vous dispense pas non plus de faire l'étude de sol. Parce que l'étude de sol, elle est indépendante de cela. Elle est réalisée au point d'implantation de la maison et permet d'avoir des éléments précis. Donc, je vais vous faire un petit focus là-dessus, mais voilà. Vérifiez également de votre côté la surface et les limites de votre terrain. Donc, il faut bien s'assurer que le terrain est borné. Le bornage est réalisé, je vous le rappelle, par le géomètre expert et voilà, je ferai un focus également là-dessus. Renseignez-vous sur l'existence de servitudes
Donc, voilà, est-ce que parfois on vous matérialise un passage pour accéder à votre terrain, mais le passage peut être simplement un simple passage de tolérance. Il n'est pas certain parfois qu'il ait été établi une servitude pour l'accès au terrain. Donc, il faut vérifier que vous disposez d'un accès dans le cadre d'une servitude conventionnelle et que cette servitude apparaît bien sur votre titre de propriété. Il peut y avoir aussi des servitudes qui viennent limiter l'usage du terrain. Ça peut être, par exemple, un passage de canalisation, un poteau EDF, un câble qui va limiter l'usage du terrain. Ça peut être une servitude naturelle aussi, une ravine qui fera que vous ne pourrez pas construire sur cette partie du terrain parce que cette partie-là sera non constructible. Donc, attention à bien vérifier. Vous devez également, je l'ai déjà dit, évaluer les frais de réalisation des réseaux. Donc, ça peut être souvent une mauvaise surprise parce que viabiliser un terrain, ça peut coûter très cher s'il est vraiment éloigné des réseaux. Alors, pour revenir focaliser sur le bornage, voilà, le bornage, c'est vraiment important quand vous achetez un terrain. Ça vous permet de connaître d'une part les limites de votre terrain, donc savoir comment implanter votre maison par rapport aux propriétés voisines, hein, de ne pas risquer de faire un empiètement sur le terrain du voisin et de respecter aussi les distances légales. Il faut savoir que la plupart du temps, vous devrez construire à une distance de 3 mètres par rapport à la limite séparative. Donc, ça permet de savoir où commence et s'arrête votre terrain. Le bornage permet également de connaître la superficie exacte du terrain. Donc, cette superficie, elle est souvent indiquée par référence au cadastre, mais il faut savoir que les superficies cadastrales sont données souvent à titre indicatif et ne sont pas toujours exactes. Donc, le bornage permettra de rétablir la bonne surface du terrain. Donc, concrètement, le géomètre procède au bornage de manière contradictoire. Ça veut dire qu'il va convoquer les propriétaires des terrains voisins, puisque le bornage se fait amiablement. Hein. Donc, chacun va venir voilà, constater la pose des bornes et approuver les bornes. Donc, les bornes, ce sont des espèces de repères hein, qui sont plantés dans le sol, matérialisés soit par une espèce voilà, de plastique bleu, enfin rouge ou jaune, et qui va permettre de repérer exactement la limite du terrain. Donc, le bornage est réalisé par le géomètre expert et il établit à l'issue de ce bornage un procès verbal qui atteste de la réalisation du bornage et ce document va être annexé à votre promesse ou compromis de vente. Et le procès verbal de bornage, il est signé par les personnes qui étaient présentes au moment du bornage pour attester de sa validité et de la reconnaissance des bornes. Voilà, donc attention à bien vérifier que c'est fait parce que parfois le bornage peut être aussi partiel. Ça veut dire que le géomètre a peut-être convoqué des personnes qui n'étaient pas présentes, qui ne se sont pas présentées ce jour-là et on peut avoir une incertitude sur les limites, par exemple, sur un côté du terrain. Voilà. Donc, il peut toujours avoir un aléa de ce type. Alors, l'étude de sol, donc je l'ai dit, n'a pas de caractère obligatoire légalement, mais c'est quand même un élément important dans la conception du projet. Hein. Donc, c'est ce qu'on appelle une étude géotechnique. Donc, concrètement, comment ça se passe? Le géotechnicien, donc c'est souvent une entreprise, va venir avec une petite foreuse, un appareil qui va permettre de réaliser un prélèvement du sol au point d'implantation de la maison. Donc, on va faire ce forage au refus, c'est-à-dire qu'on va intégrer la foreuse et quand on ne pourra pas aller plus profondément, on va récupérer l'échantillon de terre qu'on va analyser. Donc, cette analyse permettra de connaître exactement la nature du sol, si on est sur un sol très calcaire, très dur, un sol argileux, un sol instable. Voilà. Donc, on va pouvoir construction. Donc, selon le projet, le dimensionnement des fondations doit être différent et selon la nature du sol également. Alors,
Alors, il y a une question, que se passe-t-il en cas de désaccord sur le bornage avec les voisins? Alors, si effectivement le bornage ne peut pas être établi à l'amiable et qu'il y a des difficultés, le géomètre va établir en procès-verbal de difficulté et les personnes devront s'en remettre à la justice. Hein, c'est-à-dire qu'il faudra procéder par la voie judiciaire, donc faire établir le bornage par la voie judiciaire. C'est ce qu'on appelle un bornage judiciaire. Donc, c'est l'inverse du principe du bornage qui se veut à la base être amiable. Donc, on sera obligé de demander au juge de trancher s'il y a un désaccord. Donc, il faudra passer par un bornage judiciaire. Voilà. Alors, je vais reprendre avec l'étude de sol. Donc, je vous expliquais que voilà, ça permet de définir, de dimensionner vraiment les fondations. Donc, attention, on va voir dans les lotissements, on va vous dire qu'il y a une étude de sol qui a été faite. Oui, c'est fort possible, mais cette étude de sol n'a peut-être pas été réalisée au point d'implantation du terrain. Donc, parfois, vous aurez beau avoir l'étude de sol, mais elle ne va pas forcément être assez précise. Donc, même en lotissement, il faut réaliser votre étude de sol sur votre parcelle au point d'implantation de votre maison. Voilà, donc l'étude de sol, c'est un préalable à la réalisation d'un projet, à sa mise en œuvre technique, à faire une adaptation, des adaptations nécessaires, donc en superstructure, c'est-à-dire tout ce qui va constituer le socle de solidité de la construction, et d'identifier à quelles conditions on peut avoir la stabilité des ouvrages, mais aussi garantir leur pérennité et leur résistance, et notamment leur résistance au séisme. Alors, une fois que vous avez fait l'ensemble de ces vérifications et que vous êtes décidé finalement à acheter ce terrain, il va falloir passer à la partie juridique et signer ce qu'on appelle un avant-contrat. Donc, l'avant-contrat, c'est un document qui va sceller votre engagement avec le vendeur sur le terrain, sur son prix, sur toutes les conditions liées à la vente. Donc, généralement, si vous passez par une agence immobilière, c'est l'agence qui va intervenir pour la signature de l'avant-contrat. Si vous êtes en direct avec le vendeur, bon, ça se fait très rarement voilà, sous sein privé, bien que voilà, ça n'est pas interdit, juridiquement ça reste possible, mais bon, plus ou moins déconseillé puisque c'est quand même un document complexe, il ne faut rien laisser au hasard. Donc, si vous êtes en direct avec le vendeur, le mieux c'est de prendre la tâche du notaire qui varie d'un notaire commun que vous aurez choisi, bien qu'il soit possible de prendre chacun son notaire. Mais voilà, il est préférable de faire un choix commun puisque ça permet de réduire les temps, les délais d'instruction du dossier. Voilà. Donc, le notaire va rédiger le document de vente, qu'il s'agisse d'un compromis ou d'une promesse de vente, et voilà, il va vous inviter ensuite à venir le signer. Donc, à partir de là, vous pourrez engager avec ce compromis de vente vos démarches pour l'obtention de votre prêt. Vous pourrez également prospecter au niveau des constructeurs. Voilà, c'est vraiment à partir de ce moment-là que le projet va vraiment s'accélérer. Donc, il faut savoir, pour revenir aussi sur les frais annexes, qu'au moment de la signature de l'avant-contrat, du compromis, le vendeur peut exiger le paiement d'une indemnité d'occupation. Donc, cette somme, elle constitue un acompte sur le prix, une avance sur le prix de vente, et elle peut être demandée pour garantir la bonne réalisation de la vente, c'est-à-dire pour éviter, dissuader en tout cas l'acquéreur de se dédire, donc c'est-à-dire de changer d'avis. Donc, cette somme, elle est prélevée, elle est versée le jour de la signature. Donc, soit si c'est une agence immobilière sur un compte séquestre, c'est-à-dire un compte spécifique ouvert par l'agence avec une garantie de remboursement, soit elle est séquestrée chez le notaire sur un compte de la Caisse des dépôts et consignations. Donc, cette somme, elle est toujours sécurisée
Les versements maintenant chez le notaire ne se font que par virement bancaire, donc pas de chèque, pas d'espèce, et les sommes sont consignées à la Caisse des dépôts. Donc, c'est pour vous garantir la restitution éventuellement de la somme si la vente venait à ne pas se réaliser. Donc, cette somme, elle peut être aussi conservée. Attention, l'objectif, c'est que le vendeur puisse avoir, entre guillemets, en moyen de pression si vous refusiez, vous ne faisiez pas de diligence pour pouvoir réaliser la vente. Donc, ce serait éventuellement une indemnité du fait d'avoir immobilisé le bien et finalement de ne pas l'avoir acheté. Cette somme ne doit jamais être versée entre les mains du vendeur directement. On est bien d'accord que voilà, il faut faire très attention à des demandes de versement qui pourraient intervenir de la main à la main. Voilà, ça, ce n'est pas prévu légalement. Et d'ailleurs, la loi interdit de percevoir toute somme avant qu'un compromis de vente ou une promesse de vente n'ait été signé. Voilà. Donc, vérifiez ce qu'on vous demande. Si vous avez un doute, vous pouvez nous contacter à la DIL pour vérifier votre document ou vérifier éventuellement une demande de paiement qui pourrait vous être faite. Donc, sachez que si vous passez par un professionnel pour la vente du terrain, vous disposez d'un délai de rétractation de 10 jours à compter soit de la première présentation de votre promesse de vente, soit à compter de la remise en main propre. Voilà. Donc, c'est 10 jours pour pouvoir éventuellement changer d'avis sans avoir à vous justifier, sans mettre en jeu les conditions suspensives. Alors, l'avant-contrat, le compromis de vente est toujours signé sous conditions suspensives. La première d'entre elles, c'est l'obtention du prêt. Donc, bien évidemment, vous devez faire en sorte de faire réaliser toutes les démarches pour obtenir votre prêt dans les délais. Les délais sont fixés généralement dans la promesse de vente. Et la deuxième condition suspensive dans le cadre d'un projet de construction, ça sera l'obtention également du permis. Donc, dès signature de l'avant-contrat, du compromis ou de la promesse, vous devez faire vos démarches en vue de l'obtention de votre financement et vous devez également faire vos démarches pour obtenir le permis de construire, déposer votre dossier. Donc, gardez toutes les preuves de dépôt, du permis, de demande de prêt, puisqu'il vous faudra en justifier si jamais il y a un problème et que les délais ne pouvaient pas être respectés. Ça vous permettrait de solliciter une prorogation du délai auprès du vendeur, ou voilà, ou si le prêt n'était pas accordé, de bien justifier que vous avez fait toutes les démarches en vue de l'obtention du prêt. Bon, alors, même quand on fait les démarches, on peut rencontrer une difficulté et ne pas se voir accorder le prêt. Il vous appartient toutefois, et c'est un petit peu, je reviens un petit peu sur la première partie liée au financement du projet, de bien vous assurer quand même que votre projet est finançable et de bien vous assurer de votre capacité de financement. Alors, y a-t-il un pourcentage maximum pour l'acompte à verser au notaire lors de l'avant-contrat? Alors, il n'y a pas de maximum. Disons que sur l'indemnité d'occupation, il y a plutôt un minimum. C'est souvent un minimum de 10%, mais c'est largement négociable. Ça veut dire qu'on peut même, à la limite, si on se met d'accord avec le vendeur, négocier le montant, à une somme inférieure. Voilà. Par contre, on peut aussi négocier carrément l'absence d'indemnité. Donc, ça c'est possible. Si vraiment il y a un rapport total de confiance avec l'acquéreur et le vendeur, ils peuvent négocier le non-paiement de l'indemnité de l'acompte. Voilà. Donc, le notaire le précisera à ce moment-là dans le document de vente qu'il n'y a pas eu d'acompte versé entre les parties. Voilà. Alors, pour poursuivre sur la phase achat, donc je vous disais, il y a des conditions suspensives. Donc, ces conditions suspensives vous permettront de vous désister. C'est-à-dire, si jamais, par exemple, vous n'obtenez pas le prêt, malgré toutes vos démarches, et voilà, vous avez quand même un refus de prêt, vous pourrez, en fournissant la preuve du refus de prêt, stopper le processus de vente et renoncer à l'acquisition du terrain. Voilà, sans que vous soyez pénalisé. Donc, après, il y a toujours quelques frais qui restent à votre charge, notamment les frais de dossier pour le notaire, qui ne sont
pas restituer. Ça, c'est normal, hein, ils ne travaillent pas gratuitement. Mais généralement, voilà, l'indemnité d'immobilisation, si vous avez versé l'acompte à la signature du compromis, voilà, en cas de mise en jeu des conditions suspensives ou de mise en jeu de votre droit de rétractation, si vous disposez d'un droit de rétractation, eh bien, la somme vous sera restituée. Voilà, donc c'est pour ça qu'elle est consignée, puisque c'est pour vous garantir son remboursement en cas de problème. Voilà, donc en cas de litige, hein, justement, voilà, de contestation du vendeur, hein, sur la restitution de la somme, ça peut arriver. Justement, le notaire consigne la somme et vous serez obligé souvent de faire une action au tribunal pour pouvoir demander le remboursement s'il n'y a pas d'accord entre vous et le vendeur du terrain. Voilà, donc si tout se passe bien, voilà, donc on n'est pas dans les cas de figure évoqués, que vous obtenez votre prêt, vous obtenez votre permis de construire et que toutes les conditions suspensives donc, sont réalisées, vous allez pouvoir ensuite confirmer la vente initiale, hein, confirmer l'avant-contrat par la signature de votre acte de vente définitif. Donc, ce jour-là, le notaire vous aura convoqué. Il va procéder au paiement des fonds. Donc, la banque aura débloqué précédemment les fonds chez le notaire, entre les mains du notaire. Donc, une fois que les fonds sont débloqués, le notaire peut procéder au paiement du vendeur. Donc, ça se fait par voie électronique. Hein, voilà, c'est des choses qui se font voilà, de manière sécurisée, hein, par le notaire. Et donc, le notaire garantit le versement des fonds au vendeur. Il calcule éventuellement les frais que vous aurez à payer. Hein. N'oubliez pas que, en tant qu'acquéreur, vous avez à votre charge les frais dits de notaire. Hein. Donc, on n'est pas spécifiquement sur des… Ce n'est pas le notaire qui perçoit l'intégralité de ces frais. Hein. On est surtout sur une taxe. Hein. Donc, c'est les droits de mutation qui sont prélevés par le notaire et reversés au trésor public. Il y a un pourcentage qui va au trésorier payeur général. Voilà. Donc, en fait, le notaire récupère un certain nombre de frais fiscalisés pour les verser à l'État et il conserve ses honoraires, ses émoluments et les éventuels débours. Voilà. Donc, il vous fera une facture. Donc, si vous financez les frais de notaire avec votre rapport, il faudra, avant la signature, débloquer également le montant de ces frais. Donc, une fois que c'est fait, vous êtes l'heureux propriétaire du terrain. Et généralement, le notaire vous remettra une copie de votre titre de propriété et procédera aux inscriptions aussi réglementaires au niveau du service de la publicité foncière. Voilà. Donc, le titre de propriété, voilà, il ne faut pas forcément être trop pressé. Généralement, il est remis dans un délai d'1 an après la signature de l'acte. Généralement, le notaire, tout de suite, le jour même, il vous remet souvent une attestation. Voilà, une attestation de parenté, mais le titre lui-même, voilà, il est remis quelques temps après. Voilà, donc on va voir maintenant la partie, maintenant qu'on a vu voilà, comment se déroule l'acquisition du terrain, on va voir justement enchaîner avec la construction et voir concrètement comment va se dérouler la phase construction et les options possibles. Voilà, donc sur une construction, voilà, on peut avoir plusieurs choix contractuels, hein, c'est-à-dire on peut passer par différentes modalités. On peut s'adresser à un constructeur unique, hein, constructeur clé en main, ce qu'on appelle un CCMI, constructeur contrat de construction de maisons individuelles. Donc, ça va être souvent une entreprise qui va réaliser le projet sur la base de plans standardisés, mais qui sont personnalisables, voilà, avec souvent des garanties très étendues. Donc, on verra un petit peu en détail. Vous pouvez aussi opter pour un contrat de maîtrise d'œuvre. Donc, maîtrise d'œuvre, ça indique que vous allez passer par un maître d'œuvre. Le maître d'œuvre, c'est l'architecte ou le bureau d'études, voilà, le bureau d'études qui va se charger de faire les plans de béton, les plans de structure de votre maison. Donc, il travaille généralement de concert, puisque l'architecte va réaliser l'esquisse, il va réaliser les plans de la maison, mais il aura besoin de l'appui de l'ingénieur pour la partie liée aux fondations.
Et enfin, vous pouvez opter pour un marché de travaux simple. Donc, il n'y aura pas de maîtrise d'œuvre parce que voilà, vous serez sur plusieurs lots. Donc, le contrat de marché, il va également s'appliquer dans le cas d'une maîtrise d'œuvre. C'est-à-dire que l'architecte va réaliser les plans et tout, mais vous aurez besoin d'avoir des contrats, des marchés avec des entreprises pour réaliser la construction. Donc, on aura souvent plusieurs marchés de travaux, soit un marché de travaux général, c'est-à-dire qui regroupe plusieurs lots. Donc, la même entreprise va peut-être faire souvent le gros œuvre, la couverture, l'électricité ou la plomberie. Donc, à partir du moment où elle dispose des garanties pour cela, voilà, donc on aura plusieurs marchés, contrairement au CCMI où on est dans un contrat unique. Et en marché de travaux simples, voilà, vous pouvez être sur des lots séparés, donc un lot pour une entreprise, ou vous pouvez avoir un marché général également. Voilà, donc les incidences ne sont pas les mêmes juridiques, donc on verra un petit peu en détail comment se décline un petit peu chaque option. Donc le contrat de construction de maison individuelle, j'ai envie de dire, bon, c'est un petit peu le choix de la sécurité, voire de la tranquillité, puisqu'on n'a pas vraiment de surprise, notamment par rapport au prix, puisqu'on est sur un contrat où il n'y a pas en général de surcoût. Le prix prescrit, il est ferme et définitif. Voilà. Donc, vous avez un unique interlocuteur qui est le constructeur. C'est un contrat qui est très réglementé et qui est très encadré juridiquement. Donc, les dispositions, les modalités d'exécution, les dispositions qui réglementent ce contrat sont précisées dans le Code de la construction et de l'habitation. Donc, elles sont réglementaires, elles sont obligatoires. Donc, il faut quand même faire très attention à des contrats qui, voilà, des sociétés qui apparaissent comme étant des constructeurs uniques, mais qui n'ont pas en réalité les garanties pour assurer la globalité des travaux. Parce que ça suppose que, comme vous avez un seul interlocuteur, il faut qu'il apporte une garantie financière d'achèvement. C'est une garantie qui est obligatoire en CCMI. Donc, certaines entreprises se proposent souvent de prendre tout en charge, de se charger de tous les travaux, mais c'est ce qu'on va appeler, entre guillemets, des faux CCMI, puisqu'ils ne disposent pas des garanties, et c'est souvent du marché de travaux déguisé. Donc, attention, voilà, je le dis comme ça peut ne pas vous parler dans l'immédiat, mais si vous avez un projet et que voilà, vous avez été approché par des entreprises ou on vous a conseillé des entreprises, prenez le temps quand même de venir faire vérifier votre contrat à la DIL pour qu'on vous explique précisément, avec les éléments, dans quel cas de figure vous vous trouvez, parce que selon le contrat, il y aura des garanties spécifiques à exiger, des précautions particulières également à prendre. Alors, deux options sont possibles dans le cadre du CCMI. La fourniture du plan, donc c'est souvent l'option la plus recherchée, donc c'est-à-dire que le constructeur vous fournit un plan, il exécute ce plan, il fait les travaux à partir de ce plan. Ou vous pouvez choisir l'option du contrat sans fourniture du plan, ou c'est vous qui fournissez votre plan, mais pour bénéficier des avantages du CCMI, vous demandez au constructeur d'exécuter votre plan personnalisé, mais dans le cadre du CCMI. Voilà, donc c'est une option qui est un petit peu plus rare. Alors, l'avantage du CCMI, c'est, comme je le disais, les garanties qu'il apporte. Donc, bien sûr, la garantie décennale du constructeur, donc en cas de malfaçon, de désordre qui apparaîtrait au cours des 10 années suivant l'achèvement des travaux, vous pouvez mettre en jeu la garantie décennale du constructeur. Vous aurez aussi toujours la responsabilité civile professionnelle en cours de chantier. Et le plus important en CCMI, la garantie de livraison à prix et délai convenu. Donc, c'est une garantie qui va jouer en cas de dépassement de prix, en cas de défaillance aussi de l'entreprise. Imaginons que l'entreprise elle fasse faillite, qu'elle ne soit plus en mesure de poursuivre, d'achever le chantier. Le constructeur vous garantit son achèvement au prix convenu au départ. Donc, ça veut dire que si jamais vous trouvez quelqu'un d'autre pour finir les travaux, mais que le prix a changé, il a augmenté entre-temps, le surcoût sera pris en compte par la garantie de livraison. Voilà, c'est une assurance en fait qui intervient pour vous garantir d'une part l'achèvement des travaux, mais au prix et convenu au départ. Pareil, quand on dit délai convenu, s'il y a un dépassement de durée de chantier, voilà, si le constructeur ne vous livre pas dans les délais fixés au contrat, s'il y a du retard dans la livraison du chantier,
au-delà de 30 jours, la garantie de livraison va prendre en charge le paiement des pénalités de retard, sachant que ce sont des pénalités qui sont fixées en CCMI à 1/3 millième du montant du marché par jour de retard. Alors, le contrat de marché de travaux, maintenant, avec maîtrise d'œuvre. Donc, c'est le cas de figure où vous passez par un architecte, un bureau d'études, qui va assurer ce qu'on appelle la maîtrise d'œuvre. Donc, ces professionnels disposent également d'une assurance décennale et une assurance de responsabilité civile professionnelle qui les couvre dans l'exercice de leur profession et qui prend en charge des désordres de construction, les malfaçons dont ils pourraient être tenus responsables pendant les 10 années suivant l'achèvement des travaux, la réception du chantier. Alors là, je l'ai expliqué, plusieurs entreprises et différents corps d'État qui seront liés à vous juridiquement. Donc, vous aurez, dans le cadre du marché de travaux avec maîtrise d'œuvre, vous aurez la maîtrise d'œuvre, d'une part, donc un contrat de maîtrise d'œuvre avec l'architecte pour la partie qui le concerne, c'est-à-dire la conception du projet, l'élaboration du plan. Si vous lui avez confié une mission complète, il va assurer la partie administrative, donc le dépôt de votre permis, et il va assurer un suivi du chantier par des visites de chantier, vérifier que les travaux se déroulent bien. Donc, dans le cadre de la mission complète, il vous assiste également dans la recherche des entreprises et il procède à leur consultation en élaborant ce qu'on appelle un dossier de consultation des entreprises, un DCE. Donc, l'architecte va vous accompagner à chaque étape, depuis le début du chantier jusqu'à sa réception. Donc, ça vous apporte la sérénité d'avoir à vos côtés un professionnel qui va se charger de vérifier le bon déroulement, les aspects techniques et la bonne réalisation des travaux. Donc, il assure déjà, on va dire, que tout se passe bien dès la conception du chantier, puisque c'est lui qui est, on va dire, maître de la conception, mais il va également s'assurer de la bonne exécution des travaux jusqu'à leur réception et vous éviter de mauvaises surprises, des malfaçons, des désordres qui pourraient parfois être irréversibles et compromettre la solidité de votre maison. Voilà. Donc, son rôle, comme je l'ai dit, c'est la conception, l'élaboration de tous les documents techniques et s'assurer de vous assister dans vos relations avec les entreprises et de bien coordonner, superviser les travaux. Donc, si vous n'avez pas le temps, c'est d'assurer vous-même le suivi du chantier, c'est bien de vous offrir l'expertise de l'architecte. Sachant qu'effectivement, en marché de travaux avec maîtrise d'œuvre, le coût de la maîtrise d'œuvre, je l'ai expliqué tout à l'heure, se rajoute au coût du projet lui-même. Il faut en général compter un minimum de 10% du montant du projet sur une maîtrise d'œuvre avec un architecte. Voilà. Le contrat de maîtrise d'œuvre que vous fera signer l'architecte va préciser l'étendue de sa mission, le montant de ses honoraires et l'enveloppe budgétaire dont vous allez également disposer. Donc, pareil, ce contrat peut faire l'objet d'une vérification, d'une explication, d'une étude personnalisée à la DIL si vous voulez bien en comprendre les contours, ou si éventuellement pour montrer des difficultés. Alors, le contrat de marché de travaux, donc c'est un contrat qui va se rajouter à la maîtrise d'œuvre si vous prenez des marchés de travaux avec maîtrise d'œuvre. Si vous n'avez pas de maîtrise d'œuvre, c'est-à-dire que vous avez faire votre plan par un dessinateur et vous assurez vous-même le suivi de votre chantier, donc il va falloir que vous choisissiez un intervenant pour chaque lot ou bien faire un regroupement avec un marché général et vous assurer de signer un contrat qui va définir un petit peu les modalités d'exécution de chacun de ces professionnels. Donc, modalité d'exécution, ça veut dire la fixation du prix, les modalités de versement du prix, combien vous donnez en acompte, à quelle phase vous payez, les délais d'exécution,
Voilà, pour chacun des professionnels, vous aurez à faire à porter attention à l'élaboration du contrat. Alors, contrairement au CCMI, contrat de construction de maison individuelle, hein, qu'on a vu au début, le marché de travaux n'est pas réglementé, très peu. Voilà. Voilà. Donc, ça veut dire que tout le contenu du marché, il est librement négocié entre vous et l'entreprise. Donc, il s'agira de bien examiner le contenu, les clauses, éventuellement en vous rapprochant de la DIL. Donc, ce sera à vous également de demander, voilà, si vous n'avez pas, par exemple, l'architecte qui fait cette vérification, il faudra penser à vérifier les assurances décennales et responsabilités professionnelles des entreprises qui vont intervenir sur le chantier. Donc, elles sont soumises à cette obligation d'assurance et il vous faudra bien vérifier qu'elles ont souscrit à l'assurance, voire même téléphoner à l'assureur pour vérifier que l'entreprise est bien assurée, puisqu'on a déjà eu des cas de figure de faux documents d'assurance. Alors, souvent, à la DIL, on voit des personnes qui viennent avec des devis. Voilà, un simple devis en nous disant, voilà, on leur demande le contrat avec l'entreprise, elles arrivent avec un devis présentant une déclinaison de prix, un chiffrage, etc. Mais voilà, c'est tout. Il n'y a aucune précision particulière. Donc, le devis n'est pas un contrat, c'est un élément annexe au contrat. Ça veut dire que vous avez le contrat qui va préciser un petit peu dans quel cadre la mission va être réalisée, et le devis, c'est un élément contractuel qui précise le contenu du prix, qui détaille le prix. Voilà. Alors, en parlant de ça, il faut faire très attention aujourd'hui. On est dans un contexte particulier, déjà de crise sanitaire qui perdure un peu, et aussi un contexte de crise économique. Donc, aujourd'hui, on va avoir vraiment, d'ailleurs c'est déjà le cas, on va observer une augmentation importante des tarifs des matériaux liés à une pénurie sur le marché mondial pour certains matériaux comme les aciers, le bois, voilà, donc, et le béton prêt à l'emploi, le béton contrôlé. Donc ça va forcément avoir une incidence sur la fixation des prix. Et aujourd'hui, un professionnel de l'ordre des architectes nous expliquait que les devis sont signés à 15 jours. Ça veut dire que l'entreprise, aujourd'hui, ne vous garantit pas les prix sur une durée longue. Elle vous garantit les prix sur 15 jours. Donc, attention à bien verrouiller votre contrat pour ne pas avoir de mauvaises surprises et voilà, de pouvoir imposer un changement de prix en cours de marché, alors que vous avez déjà un budget qui est bien déterminé, un prêt qui vous a été accordé. On voit actuellement beaucoup de personnes voilà, qui avaient signé des marchés de travaux nous appeler pour nous dire que l'entreprise leur réclame 20, 10 000 euros de plus par rapport à ce qui avait été convenu. Et là, malheureusement, bon, il n'y a pas vraiment beaucoup de solutions. Donc, si votre marché de travaux était précis et qu'il prévoyait que le prix était ferme et forfaitaire, définitif, bon, vous avez un élément de négociation. Voilà. Et vous pouvez toujours contester des demandes d'augmentation. Voilà. Mais, sauf à négocier éventuellement dans votre intérêt, voilà, s'il n'y a pas d'autre choix, finalement, puisque parfois, bon, compte tenu de la situation, il faudra consentir à faire un peu l'impasse sur certaines choses. Mais dans un contrat où il n'y a rien du tout, ou si on a simplement un devis, c'est difficile après de contester une demande d'augmentation. Donc, j'attire votre attention sur le fait qu'il faut être particulièrement vigilant sur la rédaction en fait, du contrat. Voilà, donc nous arrivons au terme de cette intervention. Est-ce que vous souhaitiez poser des questions sur le contenu de l'intervention? Est-ce que vous avez éventuellement des réactions ou vous souhaiteriez que j'amène des précisions? Je reste disponible, voilà, on va attendre les questions des participants. Donc, que ce soit sur la partie contrat, l'achat du terrain, les frais annexes, le financement du projet, voilà, je peux répondre à vos questions.
Voilà. Alors, oui, alors, d'accord, pas de question. Donc, il y a une personne qui a levé la main, mais il faudra poser votre question dans le chat, s'il vous plaît, ou dans les discussions. Ou si vous préférez parler, je peux vous permettre de parler. J'écoute la question, Monsieur Lino.